Morgan Charrière avait mis le feu l'année passée à l'UFC Paris et il est de retour cette année pour remettre le couvert. Il affronte A.J. Cunningham qui monte de catégorie et qui sera motivé de prouver sa place à l'UFC et dans la division. L'Américain ne recule devant rien et accepte aisément la guerre. On n'a nul doute que Charrière lui réserve un accueil et sera là pour la lui faire. Morgan Charrière contre A.J. Cunningham, c'est le sujet de notre épisode du Game Plan avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce que tu aimes dans ce combat? L'action, la bagarre. C'est clair, c'est concis, c'est net. Je suis assez d'accord avec toi. Il n'y a pas spécialement un gros enjeu. On sait déjà que Morgan est capable de rebondir d'une défaite. Il a déjà fait plusieurs fois dans sa carrière. On sait qu'il a le niveau pour performer à l'UFC. Donc moi, là où je vais me concentrer, je vois ça comme potentiellement un combat piège. Il est favori et c'est plutôt comment est-ce qu'il va aborder le combat, qu'est-ce qu'il va nous montrer de nouveau, et c'est là que j'ai vraiment un intérêt. Allez, on va analyser ça après notre Tale of the Tape. L'ancien champion du Cage Warriors, Morgan Charrière, affiche un palmarès de 19 victoires pour 10 défaites et une égalité, et il fera son 3e combat à l'UFC ici en vue d'y obtenir une 2e victoire. 11 victoires par KO, 3 par soumission et 5 à la décision dans sa carrière. Il affiche un taux de finalisation de 74%. A.J. Cunningham est à 11-4 dans sa carrière professionnelle avec une défaite dans son unique combat à l'UFC face au très solide Ludovic Klein. En carrière, il a 4 KO, 4 soumissions et 3 décisions dans ses victoires, donc un taux de finalisation de 73%. On parle ici de deux jeunes combattants, Morgan a 28 ans et son adversaire 29. Celui-ci aura un léger avantage de taille et d'allonge puisqu'il mesure 1m78 avec une allonge d'1m80 contre le 1m73 pour l'allonge d'1m75 du côté de Morgan Charrière. Statistiquement, on ne peut rien tirer réellement vu le trop petit échantillon de combats à l'UFC, mais on a un Morgan qui a 2 bonus en 2 combats et un Cunningham qui a frôlé les 100 frappes échangées en moins d'un round contre Ludovic Klein. On devrait donc avoir un combat bien engagé. Après 2 défaites très serrées contre Vucenic et Hughes, Morgan a enchaîné 3 victoires au Cage Warriors contre Bazant par décision, Souza et Silva par finish, qui lui ont ouvert les portes de l'UFC. Une masterclass dans ses débuts avec un finish au premier round sur Zecchini, avant de perdre une décision partagée dans un Fight of the Night contre Chepe Mariscal. Ce sera son 6e combat sous 24 mois. Une activité qu'on retrouve chez A.J. Cunningham, qui, après avoir enchaîné 3 victoires entre septembre 2021 et mai 2023, obtient l'opportunité de briller au Contender Series, mais tombe court face à Steven Nguyen. Il rebondit de cette défaite par ground and pound contre Lampares, signe à l'UFC, mais se fait terminer par Klein au premier round en mars dernier. Notre communauté a voté. Sur 1200 votes, on a une vaste majorité à l'avantage de Morgan Charrière, 91% qui le voient gagner, et on a 96% qui seront derrière lui dans ce combat. Je propose qu'on commence à parler de A.J. Cunningham, que peu de gens connaissent. Le premier truc qu'on dit sur lui, c'est que c'est un bagarreur, tu l'as dit aussi dans ton intro. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur l'Américain ? Oui, bagarreur, c'est plutôt un striker, mais un striking relativement classique. Le mec qui rentre, qui vient pour se battre. Donc il n'y a pas réellement de game plan. Et donc effectivement, ça lui a coûté des défaites, mais je pense que ça lui a aussi permis d'obtenir sa place à l'UFC. Maintenant, on va voir à quoi il va servir pour l'UFC, tu vois. Donc striker, alors il y a un peu de variété quand même dans son striking, hein. Il n'est pas sur juste à utiliser 2-3 techniques. Il a montré dans ses combats, que ce soit en régional ou même à l'UFC, que il était capable de faire des coups de pied retournés, des coups de coude retournés. Un bon combo, moi que j'apprécie bien, c'est ce qu'on appelle le killing shift, tu vois, rentrer 1-2, partir avec la gauche au corps, un petit peu à la Roberto Duran. Voilà, moi je pense qu'il est un peu moyen partout. Et je suis assez d'accord avec toi sur moyen partout, c'est pas négatif, hein. Moi, quand je dis moyen partout, c'est qu'il est
il est bon partout, mais il est excellent nulle part. Voilà. Ouais, il excelle pas dans une phase ou dans un aspect du jeu. Voilà. Et je suis assez d'accord, ça peut être un combat un peu piège, parce qu'on a 2 combats disponibles sur l'UFC Fight Pass, où il est vraiment pas à son avantage, surtout son dernier combat. Mais voilà, je pense que Ludovic Klein est très très chaud patate, tu vois. Très. Et qu'il l'a fait passer réellement pour, voilà, on va dire un débutant. Et je pense qu'il faut vraiment, autant pour nous, fans et public et analystes, se méfier de vouloir faire des conclusions trop hâtives, tu vois. Ouais, d'autant plus que là, il descend de catégorie de poids. Moi, je le trouvais un peu light pour les légers. Et donc, je pense que c'est bénéfique pour lui de descendre en featherweight. Ouais, entièrement d'accord. Donc oui, je suis entièrement d'accord que ça peut être un combat piège, surtout à domicile, surtout sur des combats où tu pars vraiment large favori et face à un adversaire qui aura beaucoup à prouver. Et voilà, je pense qu'il va falloir regarder un petit peu aussi ce qu'il a fait quand il était à son avantage en régional, par exemple, lors de victoires, pour plutôt se rendre compte des potentialités qu'il a. Ouais, sa dernière victoire, donc c'était entre sa défaite au Dana White Contender Series et sa signature à l'UFC avec ses débuts contre Ludovic Klein. Il a une victoire où c'est un peu à l'arrache comme ça. Le premier round est serré, le deuxième round, ça va à son encontre. Et dans la troisième reprise, il prend les devants parce qu'il... Comment dire, il donne l'impression d'avoir cette capacité de switcher son cerveau en off et d'oublier l'existence de la fatigue. Attends, redis-moi sur le non, pardon, c'est son avant. Combat avant le Dana White Contender Series, quand il gagne par soumission dans le troisième round. Ouais. Le premier round, moi je le voyais largement à l'avantage de Cunningham, non? Pardon, le combat est serré jusqu'au troisième. Donc il prend le premier et le deuxième est plus serré. Et dans le troisième, c'est vraiment sa capacité à oublier le deuxième, j'ai pas regardé le round. Le premier, il le met quand même knockdown. Donc pour moi, il était large devant. Le deuxième, j'ai pas regardé, mais... Il se fait prendre le dos dans le deuxième. Ah, il se fait prendre le dos. Il se fait lutter, il se fait prendre le dos, puis il revient assez bien debout. Mais on sent la fatigue qui s'installe chez les deux. Et puis dans le troisième, il y a vraiment une différence où l'autre, sa fatigue l'empêche de performer, alors que lui, tu sens qu'il est crevé. Mais... qui continue dans la fatigue. Voilà, mais ça peut jouer contre lui. Par exemple, contre Nguyen au Dana White Contender Series, je trouve qu'il fatigue et puis il reste en mode punching ball. Il fatigue, effectivement. Ouais. Maintenant, on part aussi du principe que Contenders, t'es là pour éteindre. Et tu vois, donc voilà. Moi, je pense que dans ces 2 dernières défaites, Contenders, il voulait éteindre, il voulait donner, il voulait y aller. Il savait que le niveau était assez élevé, qu'il fallait faire plaisir à Dana White, et ça a payé pour lui. Faut pas oublier qu'il a signé quand même, je pense, en partie grâce à ça. Et puis contre Ludovic Klein, je pense qu'il est parti aussi du principe qu'il avait quasi aucune chance, si ce n'est un lucky punch. Ouais, il a accueilli la bagarre. Et voilà, quoi, tu y vas, quoi. Et puis, je le considère, enfin, tu vois, c'est un striker et je le considère comme un combo fighter. C'est pas quelqu'un qui va travailler, qui va construire son jeu sur des single attaques. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de feintes. C'est quelqu'un qui va combiner, moi, j'avais noté in your face. Donc, il est vraiment, il essaie d'être toujours à distance de pied-point et il est là pour échanger. Donc, de temps en temps, tu as l'impression qu'il est immobile et qu'il va prendre des frappes bêtement, notamment des jabs. Mais il y a des moments où il va faire une petite esquive et il va remiser avec 2-3 coups derrière. Ouais. Tu l'as dit, il a son killing shift qui finit sur des body shots. Il envoie beaucoup de body shots. Il envoie beaucoup le double crochet au corps. Il faut faire gaffe à ça parce que je pense que ça peut ouvrir après à l'étage du dessus. Ouais, mais tu le dis bien, il n'y a pas de setup réellement. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux imaginer que tu envoyais le 1-2, il avance, il vient mettre son crochet au corps, et puis après, 1 fois, 2 fois, et à la 3e, tu vas à la tête. Et ça arrive jamais, quoi. Non. Il n'y a pas il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'exploitation de ce qui est passé juste avant. En fait, tu as l'impression que c'est un mec qui drill à l'entraînement. À ses entraînements, il n'y a pas un coach qui est là à lui expliquer, OK, dans telle situation, on va travailler sur 3 scénarios. En début de combat, tu envoies ton jab. Plus tard dans le combat, tu feintes ton jab, tu regardes comment il réagit. 3e fois, tu feintes le jab, tu capitalises sur l'ouverture qui a été créée. Tu as l'impression que on lui montre des techniques, il les drill. On lui montre des combos, il les drill. Et puis, ça devient instinctif, mais il les envoie pas spécialement au bon moment. Mais c'est ce que je disais. Pourquoi je dis c'est un combat piège? Parce que je considère que ça peut être un combat ennuyeux pour tout le monde. Il peut
t'absorber dans son style, absorber un technicien dans une bagarre et limiter du coup les chemins de la victoire du technicien parce qu'on est dans un genre de guerre. Et là, il peut performer sans spécialement avoir une nécessité de réfléchir. Moi, je m'attends pas à un combat ennuyeux, par contre. Hein. Non, je dis qu'il peut avoir un style ennuyeux pour l'adversaire, pas okay, pour les fans. Pour l'adversaire. Oui. Pour un adversaire, pour un technicien, ça peut être ennuyeux parce que tu es là, toi, tu veux construire ton jeu, tu vas avoir ton espace, etc. Et puis tu as quelqu'un qui est tout le temps sur toi. Tu le touches plus que ce qu'il te touche, mais il t'oblige à être dans un mode bagarre et pas dans un mode mesuré. Donc je crois pas que ça va s'appliquer à Morgan. Mais pour des fins techniciens, je pense que c'est le genre de combattant qui va gagner en étant moins fort que son adversaire parce qu'il a amené une dynamique de combat qui ne convenait pas à un plus fin technicien. Bah écoute, moi je suis d'accord avec toi, sauf si, et ça on va en parler dans le game plan, je pense que ça peut être ennuyant pour un technicien qui n'est pas capable d'attendre que l'intensité se tasse pour pouvoir commencer à combiner et à faire ce qu'il a envie de faire, tu vois. Et donc ça va faire partie du game plan, je pense, tu vois. Je pense. Et ça on va en parler parce qu'effectivement, il y aura des axes d'amélioration et de questionnement à avoir. Voilà. Morgan, on l'a déjà beaucoup analysé ici. Un gars qui a été construit à la dure dans sa carrière. Il a reculé devant aucun challenge. Ça se ressent dans un jeu mature avec une expérience qui parle dans la cage. Style debout en mode pression patiente, qui sait quand faire parler son agressivité. Toi, tu l'avais décrit comme un gars qu'on voyait plutôt comme un striker, mais qui est aussi capable d'utiliser sa lutte dans un combat pour fatiguer son adversaire et chercher le chaos plus tard. Qu'est-ce qu'on peut ajouter quand on décrit Morgan Charrière ? Alors moi pour décrire, oui effectivement un striking, je pense que on est tous d'accord là-dessus que c'est quand même son point fort, mais qu'effectivement il a d'autres armes, il l'a montré, qu'il était capable d'avoir des bons double leg. Il a un très bon jeu d'esquive, des très bons kicks. Je pense qu'il a aussi un très bon cardio. Physiquement, c'est un gars qui est bien préparé, explosif. À défaut, par contre, ce qu'on a pu voir dans sa carrière, c'est qu'il y a régulièrement des décisions. Alors, je vais pas mettre ça. On va dire qu'il y a une difficulté à prendre des rounds aux yeux des juges. Voilà. Aux yeux des juges, je dis bien. Attends, parce que là, j'ai noté. Ouais. Ces 9 dernières décisions sont uniquement des partagés et des majoritaires. Ouais, sur les 9, il y en a 2 qui sont gagnés, 6 perdus et une égalité partagée. Donc une égalité partagée, c'est un juge voit une égalité, un juge le voit gagner, l'autre juge voit l'autre gagner. C'était contre Marco Kovacevic. Ouais. On doit remonter à 2017 pour une décision unanime et c'était contre Saladin Parnasse. Qu'il perd donc voilà, on peut jeter la pierre sur les juges, mais le problème c'est qu'il faut faire avec. Donc c'est pour ça que dans la description et dans les points négatifs, j'ai noté il a des difficultés à convaincre les juges dans les rounds. Voilà. Pas le public, parce que sur cette dernière défaite à la décision partagée contre Mariscal, eh bien la majorité du public le voyait gagner, je pense. Et puis même des journalistes. Mais voilà, ça c'est quelque chose sur qui questionne, sur lequel il bosse, parce que tu vois sur le combat avec Mariscal que les indications de Johnny sont bonnes. Il demande à faire du dégât, il demande à de l'activité dans les contrôles, dans les phases de clinch. Donc il y a du boulot dessus. Par contre, dans les points négatifs, j'ai questionnement sur le grappling et sur le contrôle au sol. Je pense que face à Mariscal, il y a eu des choix qui étaient un petit peu questionnants sur la capacité à contrôler. Après, ça joue, c'est toujours pareil, il y a une sorte d'équilibre. Quand tu es très explosif, debout, avec le physique qu'il a, tu vois, avec une musculature vraiment... je vais pas dire rigide, tu vois, mais tu sens. Pour moi, il me semble beaucoup plus compliqué. Donc, très, très, très facilement, tu peux arracher et mettre au sol. Par contre, pour moi, il est beaucoup plus compliqué de contrôler. Tu vois ce que je veux dire ? Avoir un truc beaucoup plus lâche et relâché et pouvoir suivre l'adversaire. Et ça, on le voit sur... vous regardez un physique comme Nurmagomedov, qui n'a pas un physique réellement explosif. Tu vois, on sent que le muscle est souple. Il va bien suivre le mouvement de corps de l'adversaire et pouvoir contrôler et rider. Par contre, sur un physique beaucoup plus explosif où on arrache, eh bien, cette tension musculaire
elle peut être parfois un peu perdue. Et ça, c'est un des points donc, où je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup de pertes de contrôle et qui a pu coûter, aux yeux des juges, encore une fois, hein, pas à mes yeux, hein, le Ouais, truc, sur aux yeux des sur juges. un combat serré, ça se joue tout le temps Mm, à mm, des mm, mm, détails. mm, mm. Et j'aime bien ce que tu dis, puisque il y a certains de ces combats serrés où on se dit, OK, il aurait mérité la décision unanime, Ouais. notamment son deuxième combat au Cage Warriors, dont je me souviens très bien. On était un peu choqués de la split. Maintenant, il faut faire avec la réalité. Quand tu dis les 9 dernières décisions, il n'y en a aucune qui est unanime, ni dans son sens, ni dans Ouais. l'autre. La réalité, c'est que, voilà, effectivement, aux yeux des juges, ça représente un truc serré. Et à un moment, il faut arrêter de remettre les juges en question parce que c'était pas 3 fois les mêmes sur les 9 combats. Je vais pas dire qu'il en a eu 27 différents des juges, mais il y en a probablement une vingtaine différents des juges. Et donc, à partir du moment, ben oui, il faut remettre le style en question. Il faut revoir les combats et vraiment se poser la question, OK, pourquoi les juges ont hésité sur ce Mm. round-ci? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place pour vraiment convaincre les juges et que ce soit unanimement à mon avantage? Et une fois que tu Ouais. as cette réponse-là, tu adaptes ça à ton jeu. Et je pense que ça peut faire gros dans la carrière de Morgan parce que des décisions, il en a eu. Et donc, il en aura Ouais, encore. Peut-être pas à ce combat-ci, mais voilà, c'est clairement la grosse marge de progression chez lui. et ça se joue à peu de détails, comme tu le dis. Donc, Ouais, peu de détails. Et pour moi, hein, après, c'est mon avis personnel, face à Mariscal. Donc, le deuxième round, je crois qu'il est unanime vis-à-vis de lui, ouais, hein. ouais. Donc, ça se passe sur le premier et le troisième. Sur le premier round, il y a deux phases de lutte où il le met au sol, où il a un possible contrôle. La première, c'est où il menace la Le guillotine, tu vois. headlock, ouais, il y a un headlock. Ouais. Il menace la guillotine, puis il est en headlock. Sur la guillotine, il y avait un passage où il a maintenu, on va dire, la soumission plutôt que de prendre la monte. Ouais. Pour moi, c'est une... Enfin voilà, hein, ici, ça aurait été, je pense qu'une monte qu'il aurait maîtrisé, contrôlé pendant, je sais pas, même 20, 30, 41 minutes. C'était largement suffisant pour Ah s'imposer aux oui. yeux de tous les juges et de prendre beaucoup plus d'énergie à Mariscal. Puis ça s'est enchaîné, il était en headlock, donc face à lui au sol, avec une très très bonne défense de Mariscal, hein. C'est-à-dire que Mariscal, il s'est mis légèrement de profil pour éviter la possibilité d'avoir Anaconda de ou finaliser Darce. un anaconda. Donc très très bien eu de Mariscal. Et là, il y a eu une attente de la part de Morgan, où peut-être il aurait dû privilégier le contrôle, donc passer sur la side, passer dans le dos et chercher voilà, à frapper, faire du dégât, suivre en fait Mm. les tentatives de Mariscal de s'échapper. Là aussi, on avait peut-être 20-30 secondes. On a eu une autre amenée au sol parce que, alors clairement, le profil qu'il a, Morgan, il est extrêmement difficile à mettre au sol et à maintenir au sol. Mhm. Il a un physique vraiment, comme je disais, musculairement, où c'est explosif, ça se tend, c'est compliqué à, À contenir. à étaler au sol, Ouais. forcément, parce qu'il y a de la tension. Donc là-dessus, il défend très très bien. Et il y a une deuxième phase, je crois, où il perd un peu d'énergie à la fin du premier round, où, où là aussi, dans le contrôle, il réussit à mettre au sol, mais c'est un peu explosif. Quand Mariscal commence à tourner, il y a un petit temps de retard, tu vois, Mm. et il perd la position. Donc ça, c'est peut-être les points, mais je pense qu'il n'y en aura pas besoin sur le combat contre Cunningham pour en venir Ouais. Après, à c'est toujours l'UFC intéressant Paris. d'avoir une vision à long terme. Et un Voilà. truc qu'on doit noter aussi chez Morgan, c'est sa capacité à être performant dans des combats intenses. Parce que là, contre Oui. Mariscal, quand tu regardes l'intensité du combat Ah oui. et Oui. ce qu'il propose dans le troisième round, et quand je dis il, c'est les deux, hein, Mariscal aussi, Ah oui, oui, oui. c'est du très très lourd. Hein. En Mais termes alors, de tu vois, prépa physique, il est au point, Morgan. ah, là-dessus, il y a rien à dire, hein. Mais ça peut être aussi un piège, parce que un de ses gros points forts, comme je disais, c'est ses esquives, son jeu d'esquive, de kick, ce qu'on appelle distance deception, donc Ouais. comment on appelle ça, la tromperie dans la distance, tu vois. Donc il va être beaucoup un peu vers l'avant, et puis il va pouvoir rétracter sa jambe sur une tentative de low kick, et être directement à distance pour pouvoir boxer. Il va pouvoir absorber et refrapper derrière, il va pouvoir glisser et combiner. Par contre, il a beaucoup le poids sur l'avant, et à contrario, donc ça c'est très efficace pour son jeu d'esquive, à contrario, il recule très très peu, tu vois. Ouais. Et face à Mariscal, il y a eu régulièrement où il a cherché un peu à combiner, et Mariscal s'est infiltré par en dessous tout simplement pour pouvoir, pouvoir
Alors le lutter, il y a pas une mise au sol, tu vois, mais le grinder, travailler, frapper, le fatiguer, tu vois. Mhm. Donc là, c'est pareil, il y a du positif, Comme comme d'hab, je ouais, disais, ouais. Alors, en et il y a du général, négatif. il l'utilise très très bien. Alors, on peut pas dire que Mariscal ait réellement réussi à exploiter ça, mais ça a rendu le combat très dynamique Mais ça, avec des moments ouais, qui sont allés à l'avantage de ouais. Mariscal Et grâce à ça, ça. c'est un petit point sur lequel travailler. Je pense qu'il le bosse parce que dans un des rounds, on entend son coin qui lui demande de reculer, tu vois. Hmm. C'est vrai qu'il a tendance à être devant quand ça avance, à chercher à combiner, mais si le gars change de niveau, eh bien, il se retrouve à devoir défendre de la lutte. Et je Ouais. pense que de Et il temps en défend très temps, bien, par contre, il est réactif sur les amenés au ouais, sol. et notamment sur réactif, mais le fait d'être vers l'avant, bah, Ouais. ça part tout seul aussi, tu vois. Ça paraît réactif. Mais je pense que face à un Cunningham, il va devoir un peu, non pas reculer, parce que quand on recule, tu sais, il y a un truc, mais désengagé. Tu vois, Ouais. moi j'aime bien le terme désengagé. C'est juste tu es engagé dans l'action, tu désengages, tu te replaces, tu réengages. Tu vois. Ouais, c'est la gestion du rythme. En Ouais, fait, quand tu es dans un combat où tu mets de l'intensité, ton adversaire met de l'intensité, il n'y a pas vraiment une gestion de rythme. On va au mental, celui qui sera le plus fort dans l'échange va l'emporter. Si tu es capable de temps en temps de reset, c'est toi qui décides quand il y a de l'action et quand il y a moins d'action. Et je pense qu'ici, ça peut être exactement. bénéfique. Ouais. Et je vais revenir sur ton point, tu vois, sur moi, mes attentes sur ce combat-là. Hein, je l'ai dit en tant que fan, action, bagarre, etc. Par contre, mes attentes en tant que fan sportif, tu vois, Mhm. je voudrais que ce combat, ça soit une sorte de combat de chauffe et que ça soit aussi un combat un peu de maturité pour le futur, pour l'avenir. Mhm. Donc un petit peu tous les points qui sont un peu en manque pour lui permettre vraiment de pouvoir monter, exploser, qui sont en train d'être travaillés, on le sent et on le voit par son coin, eh bien ça lui permette de pouvoir continuer dans sa progression. Ouais, bah en tout cas, c'est tout ce qu'on espère. On en parlera plus en détail dans les préférences. Bon, bref, Morgan, il est technique et complet, comme Ouais, son savon Onae, qui a été formulé pour être complet, visage, corps et cheveux. Toi qui as tourné avec Morgan, tu me confirmes qu'il a un parfum ambré mus intense? ambré intense. Ouais, Ici, en tout cas, il y a du charbon actif, de la vitamine E, du collagène et ouais, de l'huile de baobab. En tout cas, Onae, ce sont des savons artisanaux qui ont été faits à Marseille, qui sont tous chargés d'ingrédients actifs. Donc, pour les avoir testés quand j'étais chez La Sueur et pour continuer à les utiliser, ma satisfaction est vraiment au maximum. Je dois t'envoyer le tien, ce sera celui-ci. ouais. Pour tous ceux qui veulent sortir propres et en forme en plus de leur douche, le lien est en description. Un petit coup de pouce, le code promo FIGHT10 vous offre 10% sur tous les savons Onae. Et on le remercie du coup pour le sponsoring de cette vidéo. Passons au game plan. Pour les game plans, cette fois-ci, j'ai envie de commencer par Morgan, pour une raison que j'expliquerai au moment où on parlera de A.J. Cunningham. Si tu étais dans le coin de Morgan, quelles seraient les grandes indications pour ce combat? Alors j'ai remis dans l'ordre hein, mon game plan parce que donc j'ai noté patience, Ouais. contrôle, gestion de l'espace et du rythme en Mm. grande ligne. Ouais. Je te rejoins à 100% Après, là-dessus. voilà. Après j'ai mis ça c'est vraiment les grandes lignes et après j'ai mis plutôt sur l'aspect technique, travailler avec du in and out. Mhm. Donc le in and out c'est vous allez rentrer, feinter de rentrer avec un jab ou un 1-2, ressortir parce que l'adversaire va vouloir aussi combiner et après sa combinaison soit rentrer pour le boxer, soit frapper quand il avance sur vous. J'ai noté bait and counter. Donc le bait Ouais. and counter, c'est on va euh, mettre un l'appât souvent la tête, il met souvent sa tête en avant, et pouvoir aspirer quand la frappe arrive et contrer, Mhm. ou engager pour contrer. Donc tout ce qui est bait and counter. J'ai noté les classiques, hein, les 1-2 en ligne. On a vu que ça passait bien. Ludovic Klein en garde ouverte, il en a passé des très jolis. Et puis le travail au corps. Ouais. Voilà. J'aime tout ce que tu dis. Ici, je pense que la pire chose à faire, ce serait de se faire aspirer dans le jeu de A.J. Cunningham et de partir à la guerre. Je pense qu'il reste favori dans la guerre, Entièrement mais d'accord. j'invente. Si on donne un 80-20 pour Morgan de manière générale et que ça part en guerre, ça peut se transformer en 65-35. Il reste favori, mais c'est là où le risque est le plus élevé. Euh,
je crois que Morgan est juste meilleur. Donc, il doit le montrer avec plus de feintes, une meilleure construction de jeu, des mouvements, des déplacements qui soient plus qualitatifs. Et un défaut dont on n'a pas parlé de A.J. Cunningham, je trouve que ses resets sont très mauvais. Genre, il va envoyer un kick, il va laisser traîner sa jambe derrière son kick, il va combiner, il va rester figé, il va pas remettre sa garde. Il est très, très ouvert sur les remises. Je crois qu'il a l'habitude, comme on a dit, tu vois, de travailler les combos et pas spécialement avoir quelqu'un qui lui met des tartes quand il y a une ouverture à la fin de son combo. Et je pense que là-dessus, Morgan sera excellent pour capitaliser. Donc, comme tu l'as dit, tu peux avoir des feintes, tu peux avoir des baits, tu peux simplement défendre l'attaque de Cunningham et puis remiser derrière. Voilà. De manière générale, c'est montrer qu'il est meilleur technicien. Et un truc que j'ai dit, c'est varier le tempo, pas spécialement sur toutes les attaques, mais commencer par comprendre comment toucher A.J. Cunningham et puis chercher à appuyer les frappes. Pas chercher à le mettre KO dans la première minute. La première minute ou les 2-3 premières minutes, ça sert à comprendre le timing. Ok, là je l'ai touché, là je l'ai touché, là je l'ai touché, mais t'as pas appuyé, c'est juste pour le toucher. Et une fois que tu comprends comment le toucher, c'est là où tu vas appuyer derrière pour peut-être chercher le finish. Il faut pas avoir faim trop tôt dans le combat ici. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et alors là, j'étais en train de penser que un des deuxièmes pièges, entre guillemets, ça serait de vouloir le lutter directement pour gérer l'intensité. Je vais m'expliquer là-dessus. Je pense que il y a un chemin très facile vers la victoire où il pourrait le lutter, le mettre au sol, contrôler, frapper. Mais par contre, ce chemin-là, qui me semble entre guillemets plus facile, tu vois, a le principal risque de pouvoir aussi fatiguer Morgan et un petit peu l'empêcher de gagner de manière un peu plus chouette dans le deuxième ou le troisième round, tu vois. Ouais. Donc, par contre, sur la lutte, j'espère qu'il va pas. Enfin, je pense pas que ce soit une très bonne idée de vouloir lutter et se fatiguer dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, la lutte, j'y ai pensé, parce qu'effectivement, le dernier combat que j'ai regardé de A.J. Cunningham, tu vois qu'il y a des ouvertures. En lutte, il y a des ouvertures pour prendre son dos, il y a des ouvertures pour le soumettre. Mais tu dois pas venir en montrant la lutte du côté de Morgan. Morgan reste un striker. S'il veut performer à l'UFC, il doit être capable de prendre A.J. Cunningham debout. Maintenant, on l'a toujours dit, tu dois trouver le chemin qui t'amène le plus facilement vers la victoire. Mais je pense pas que montrer la lutte au début soit une solution. Par contre, effectivement, si tu as un combat où après 4 minutes, voilà, tu trouves pas trop tes marques debout, tu précipites pas une amener au sol, mais tu commences à y penser. Tu commences à dire, ok, si je vois une ouverture, je shoot, je cherche son dos et je vais le soumettre. Ouais. Et donc, tu vois, la fois dernière, tu avais fait une réflexion genre, pour Cannonier, il fallait pas que la lutte soit son plan B, mais ça peut faire partie de ta stratégie, mais pas en début de combat. Et ici, je pense que c'est le cas. C'est pas un plan B, mais tu peux dire, ok, ma stratégie, c'est commencer en pied-point. Et si je l'ai pas fini au bout de X minutes, là, je commence à intégrer la lutte. Et je pense qu'ici, il doit y avoir un peu cette décision je me sens capable de le finaliser, je sais pas moi, en 4 minutes. Mais si je le finis pas en 4 minutes, je vais commencer à regarder ce que ça donne la lutte sur la fin du premier round pour avoir un indicateur pour le deuxième. Ok, ouais. A.J. Cunningham, la raison pour laquelle je voulais terminer par lui et pas commencer par lui, en général on commence par le underdog, c'est parce que pour moi, c'est pas vraiment une question de game plan ici dans ce combat, c'est plus une question de progresser sur son style. Il y a un style qui est ennuyeux, il y a un style où on sent qu'il est compétent dans certains domaines, mais il lui manque quelque chose pour rester à l'UFC pour moi. Il m'a pas encore convaincu qu'il va rester à l'UFC, et donc pour moi il doit plus progresser sur son style que préparer un game plan pour Morgan. Il doit avoir des meilleurs resets, il doit travailler un peu mieux ses déplacements, il doit travailler une capacité à construire son jeu, construire ses combinaisons, créer des ouvertures, créer ses opportunités. Et je pense que c'est là-dessus, il doit plus travailler sur lui que sur un game plan pour Morgan. Après, évidemment, il peut mettre une priorité sur certains manquements dans son jeu par rapport à Morgan, mais il a plus besoin de s'améliorer comme combattant, je trouve. Ouais, bah écoute, oui, oui, là-dessus, je suis assez d'accord. Je pense quand même que s'il veut prendre ce combat-là, il a intérêt à avoir bien préparé, tu vois. Ouais, à avoir bien préparé. À la toute base, son game plan, j'avais dit. All-in. Espérer une défaite de Morgan. Quand je dis ça, c'est ok. Une erreur de Morgan. Une erreur de Morgan, tu vois. Mais écoute, je te rejoins là-dessus. Hein. Moi, j'avais mis qu'il devait se renouveler. Ah ben voilà. Qu'il devait
ouais, se renouveler, même pas, tu vois, parce que se renouveler, c'est plutôt pour quelqu'un qui est déjà monté. Tu vois, par exemple, on avait parlé pour Cannonier, moi je pensais qu'il avait besoin de se renouveler. S'il voulait cette Ouais. victoire-là, s'il arrivait comme il venait d'habitude, bah, il allait se faire rouler, enfin rouler dessus, entre guillemets, par Borrallo, mais il l'a pas fait. Donc forcément, se renouveler, oui, je suis d'accord, se parfaire plutôt. Ouais, c'est ça. Ici, c'est pas qu'il a une longue carrière et qu'il doit réinventer son jeu. Non. C'est juste qu'il doit vraiment Non, peaufiner son jeu. il doit peaufiner son jeu. Ouais. Donc pour moi, si quand même, imaginons que je sois son camp, je vais pas lui dire, écoute, t'as pas trop le niveau, il va falloir que tu progresses en 2 mois pour montrer que t'as le niveau. Je lui dirais quand même que bah, sur ce qu'on peut voir sur Morgan, il doit être plus offensif pour essayer d'arracher ses runes à la décision. Ouais. Donc il doit être plus offensif, un petit peu dans toutes les zones. S'il est mis au sol, il doit être avec ses coudes, en train de chercher à frapper, travailler. Il l'a tapé déjà dans l'œil à Dana White via son agressivité, via sa volonté d'être offensive et de finaliser le combat. S'il survit au round, il peut aussi taper dans l'œil des juges, tu vois. Ouais. Je Donc pense... c'est pas déconnant d'imaginer que bah, les juges disent ouais bah, effectivement il était en dessous effectivement, mais c'était le mec il était là, il a rien lâché, il était là pour se battre et non pas pour gagner des rounds. C'est à lui que va le round, tu vois. Je Donc ça, pense serait... que tu as raison là-dessus, puisque quand tu analyses un chemin vers la victoire, tu dois regarder les dernières défaites de ton Bah oui, adversaire. oui. Ici, tu regardes les dernières défaites de Morgan, c'est Chepe Mariscal à la décision, Fight of the Night, une guerre. Paul Hughes, Fight of the Year sur l'UFC Fight Pass en 2021, une guerre aussi. Jordan Vucenic, aussi un combat super engagé. Et avant ça, il y a très longtemps, Soren Bak en 5 rounds aussi. Ouais. Et avant ça, je me rappelle même plus des combats, mais c'était Marco Kovacevic et Kaz Musarev en 2018. Et donc, toutes les dernières défaites de Morgan, il ne s'est pas fait finaliser. Ce sont des mecs qui sont rentrés dans la cage pour rentrer dans l'intensité de Morgan, accepter cette intensité, montrer qu'il répondait dedans et qu'il répondait un tout petit peu mieux aux yeux de certains juges. C'est même pas aux yeux des juges, c'est aux yeux de certains juges, puisque c'était chaque fois split ou majoritaire. Donc voilà, donc être plus offensif, tu en as parlé, essayer d'imposer cette intensité. Morgan, il l'avait accepté sur le tout premier round avec Chepe Mariscal. Ouais. Tu vois, comme je disais, il désengage peu, donc il pourrait espérer qu'il y ait cette même intensité, qu'il y ait de la part de Morgan, sous, entre guillemets, la pression d'être à l'UFC Paris, devant son public, une sorte de pression de vouloir prouver quelque chose, tu vois. Donc, il pourrait trouver des ouvertures sur ça. Et alors, moi, ce que je pensais pour Cunningham, c'est aussi chercher non pas la lutte pour mettre au sol, mais comme l'a fait Mariscal, chercher la lutte pour pouvoir exploiter les sorties de clinch, pour pouvoir exploiter fatigué, tu vois. Donc, il va vouloir rentrer sur ses combinaisons et par exemple, Morgan veut chercher à connecter, il descend, il rentre dans les jambes, il pousse à la cage, il cherche à prendre le dos par exemple. Dans la défense, qui va peut-être être un petit peu trop tendu de Morgan, chercher à frapper, à connecter et prendre encore des moments sur les roues. Ouais, c'est ça, prendre des moments, j'aime bien l'expression. Ouais. C'est ça qu'il doit chercher, A.J. Cunningham, c'est prendre des moments et effectivement intégrer la lutte. On a vu qu'il n'a pas une lutte exceptionnelle, A.J. Cunningham. Après, c'est peut-être parce qu'à chaque fois que je l'ai vu lutter, c'est parce que c'était un peu en back pocket. Genre, oh, je suis submergé, il faut que je lutte. Genre contre Nguyen et dans son dernier combat avant le Dana White Contender Series, c'est dans la fatigue, dans la précipitation. Mais par contre, effectivement, en sortie de clinch, il a déjà envoyé des beaux coudes et des beaux coups de genoux. Donc, je pense que effectivement, ça peut être un chemin exploitable pour aller prendre des petits moments qui peuvent faire la différence. Ouais, voilà, et chercher à surprendre aussi. À surprendre, il a montré des retournées, des trucs comme ça. Donc, c'est autant de chemins qui me semble relativement compliqué, tu vois. Mais voilà, on va quand même essayer de se mettre du côté, si on était la team de Cunningham, de le rassurer, quoi. C'est clair. On en arrive à la partie Unibet. Donc, encore une fois, il n'y a pas les codes de Paris. On est trop tôt et on ne sait pas encore si ce sera sur la carte principale, ce combat-ci. Donc, partons du principe que unibet.fr te contacte pour établir les cotes. Qu'est-ce que tu leur proposes? D'abord, faisons l'exercice sans considérer que c'est .fr, disons unibet.com. Donc, tu ne considères pas que c'est que des Français qui vont voter ou qui vont miser. C'est l'international.
Ouais, moi je vois, franchement, en dessous d'un 80-20, pour moi, je trouve que c'est compliqué, tu vois. Ouais, Je le vois très favori, très très favori. pareil. Pareil. Moi, c'est 80-20. Ouais, et encore, je pense que ça pourrait être bien plus, hein, de la Je part sais que du toi non neuf. plus, tu vois, t'aimes pas trop faire ça parce que ça prédécrédibilise la potentielle victoire. Mais comme on a voulu le souligner dans ce podcast, ça reste un combat piège. Donc c'est pas parce que tu es ultra favori que c'est un combat sans risque. Et donc, quoi qu'il en soit, la victoire sera belle. En cas de victoire, c'est une belle victoire parce que voilà, c'est un combattant où Hmm. tu dois aller un peu dans le mal pour aller le déconnecter. Je crois Après, que voilà, même ouais. Ludovic Klein, il en a pris hein, des frappes contre Cunningham. C'était pas un combat si simple que ça pour Klein. Il l'a dominé, mais il a dû accepter d'en prendre quelques-unes pour prendre les devants. Bah, tu vois, c'était quoi les codes de Paris pour Ludo Wittgenstein, hein? Ah, je vais aller regarder. À mon avis, Ludovic était ultra Il favori. était Ah, huge plus underdog à 600. plus 600. Ouais, c'était un 90. Ouais, bah, tu vois, c'est pas déconnant, hein, 80. Ouais, ouais 80-20, c'est pas Donc, déconnant. non, non, moi je pense qu'on est là-dessus. Alors, ça va toujours dépendre de comment tu gagnes ce combat, tu vois. Donc, Mhm. imaginons que les codes soient de la même manière que le David Klein, tu vois, un 90, tu vois. Et qu'il lui roule dessus, que Morgan le mette KO au début du deuxième round. Bon, bah voilà, tu vois, ça discrédite rien du tout, quoi. Ouais, c'est ça exactement. Mm, Je suis mm, mm. d'accord. C'est juste bah, que il était bien au-dessus. Moi, comme je te l'ai dit, je pense que ce combat-là, il doit être, ça peut être un combat piège et il doit être exploité comme un combat de chauffe. C'est pas le terme. C'est pas vraiment un combat de chauffe, tu vois. D'ajustement, tu vois. Ouais, ouais. En Un tout combat cas, d'ajustement. Moi, je trouve que l'UFC, c'est plutôt pas mal ce matchmaking. J'aime bien, moi, personnellement. bah, en D'un fait, côté. d'un côté, tu as Cunningham qui nous a offert un gros combat au Dana White Contender Series. Il a du répondant. Morgan Charrière, sur 2 combats à l'UFC, il a 2 bonus. Ouais. Donc, tu sais que c'est le combat où, à l'international, ce ne sera pas le combat le plus regardé ou avec le plus d'attente. Mais c'est le combat qui peut vraiment réveiller en mode oh, il était vraiment Ah bah fun oui. celui-là. Et sur les fans locaux, ils savent, ils s'en sont aperçus l'année passée. Morgan a une vraie fanbase, très engagée, et donc pour ces Mm, combats, le public est à fond derrière lui. mm. Et donc je sais pas où est-ce qu'ils vont le placer sur la carte, mais clairement c'est le genre de combat où tu sais qu'il va y avoir un engagement du public. Donc pour moi c'est un très bon matchmaking. Ouais. Et effectivement, tu as ce côté ultra favori, mais tu as quand même ce truc il peut se passer plusieurs choses. Il y a Ah plein de ouais. trucs qui peuvent se passer. Tu as un mec qui a du répondant dans de l'intensité. Tu as 2 gars qui font beaucoup de combats très très intenses, Mm, victoire comme défaite. Donc ouais, ils ont bien sélectionné ça. Cunningham, ça lui permet de voir aussi ce qu'il vaut en featherweight. Je pense que ça, on en a brièvement parlé, mais ouais. ça reste un petit élément à considérer aussi. Il a l'habitude de se faire connecter par des lightweights, donc et il reste bien debout. Il met du Mhm. temps à tomber. Donc en featherweight, il devrait être un peu plus durable s'il gère bien son cut, ce sur quoi j'ai aucun doute. Et de l'autre côté, je voulais aussi dire, moi j'ai aucun doute sur le fait que Morgan prenne ça au sérieux, parce que ça c'est peut-être le Ouais. point. Ouais, ça, On ouais. parlerait de quelqu'un d'autre de Morgan, on aurait probablement mis dans le game plan prendre ça au sérieux, même si t'es favori. Avec Morgan, là-dessus, j'ai aucun doute, c'est quelqu'un qui Mm. prend sa carrière au sérieux, et encore plus maintenant, il a mis les médias un tout petit peu de côté pour se concentrer davantage sur sa carrière sportive. Ça se ressent, je trouve, dans une progression, et là-dessus, j'ai aucun doute qu'il viendra pour performer. Ouais, entièrement d'accord. Prono, préférence, moi de mon côté j'ai Morgan. Honnêtement, je pense qu'il est capable de finir dans la toute fin de la première reprise et je ne serais pas surpris que ça vienne d'un étranglement arrière. Ah ouais, ouais. Moi, mon prono, ça va être KO TKO début du deuxième, plutôt. Ouais, j'hésitais. C'est vraiment la période. Je vois le combat peut-être se produire un peu comme contre Nguyen, tu vois, où ça Non. échange bien debout. Ah Tu ouais. vois Morgan qui prend l'ascendant. Sur la fin du premier round, il connecte sévère et soit il a le temps de capitaliser derrière, soit ça se finit juste dans le deuxième, quoi, avec un AJ Cunningham qui n'a pas le temps de réellement récupérer à l'entre-round. Ouais, bah, personnellement, et ça sera ma préférence en plus, hein, que ça soit au deuxième round. Mais je Mhm. vois plus ce chemin-là. Je pense que, comme j'ai dit, il pourrait le finir au premier round, mais c'est vraiment pas le chemin. Je préférais le voir être un peu plus light comme ça, tu vois. Mhm.
Tu vois, Ouais, c'était contre aborder le Perry combat Goodwin. avec. Perry Ouais, contre Goodwin au Goodwin, il troisième avait fait ça. round, tu vois. Avec Goodwin, Mm. il avait vraiment une stratégie de travail de sape, tu vois. Il lui a annihilé la jambe avant et puis il a trouvé son ouverture dans le deuxième. Ouais, donc je pense pas qu'il y aura besoin de la jambe avant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un travail, comme tu le disais, de prendre le rythme, de laisser se fatiguer Voilà. son adversaire, de ne pas rentrer à la bagarre. Et donc bah, ça prend un peu de temps quand même, tu vois. Et une Mhm. fois qu'il aura compris, une fois qu'il y aura de la fatigue et que son adversaire Cunningham ira un petit peu sur le tout pour le tout avec des combinaisons qui sont de plus en plus visibles, là je le vois dérouler, tu vois. Et Ouais. donc effectivement, fin du premier round, mais clairement où ça va dérouler le plus, je pense que ça va être Si ça au rentre dans le deuxième. deuxième, ouais. Je suis d'accord. J'aime bien ce scénario. Ok les amis, comme vous l'avez vu, on vous a entendu, hein, les pronos et les préférences, vous préférez les avoir sur les vidéos publiques, donc on l'a fait. On fait quand même une vidéo exclusive qui sera réservée à nos membres et qui va se concentrer exclusivement sur la suite pour Morgan en cas de victoire. Merci à tous, merci Brian, à très bientôt. Ciao ciao. Ciao, ciao!